Propre à la cruche, les instances que sont la terre et le ciel, les divins et les mortels, sont unis à partir d'eux-mêmes. Ce rassemblement des quatre, cette quadripartie, est l'être même de la cruche. Toute chose ainsi se déploie dans sa chosité comme quadripartie. Une chose est une chose pour autant qu'elle rassemble, et c'est seulement à partir de ce rassemblement poétique opéré par la chose elle-même, en son apparaître, que la présence d'une chose, sa chosité, se manifeste. Donc dans toute chose, en fait, il y a ces instances qui surgissent dans leur liaison poétique, et je pourrais dire comme ça pour simplifier que dans toute chose, il y a le mythe. En fait. Mais je reviendrai là-dessus, je n'utilise d'ailleurs pas le terme mythe, ça peut poser la confusion, mais on voit bien ce qu'on veut dire là-dedans, le caractère poétique de toute chose. Dans le phénomène originel, la chose se donne elle-même en sa choséité. Elle n'est pas prise ou saisie, elle s'offre. L'expérience originelle de la chose dans sa choséité, ce en quoi elle apparaît proprement ce qu'elle est non de l'ordre de la prise ou de l'emprise, mais de l'ordre de la donation. Cette donation n'est donc qu'en tant que ce don soit accueilli. Or, celui qui accueille en propre ce don de la chose dans sa chosité est pour Heidegger le poète ou le penseur. Par une conversion du regard, par un regard qui laisse être les choses en leur venue, par un regard poético-ontologique, le poète et le penseur accueillent la chosité de la chose, c'est-à-dire l'être de la chose. Il y a bien alors une autonomie de la chose. Alors là, le terme autonomie, ce n'est pas la position autonome telle qu'on l'a vu précédemment, mais il y a une autonomie de la chose. Bon, ça rejoint à ce que je voulais dire par la suite, comme quoi les choses ont une âme. Dans le phénomène originel, la chose se présente bien dans son autonomie, c'est-à-dire qu'elle se donne bien elle-même dans sa choséité. L'autonomie est composée du mot auto, qui est le soi-même, et le nomos, qui est la loi. Donc c'est celui-là qui se donne sa propre loi. Et donc là, ce qu'il faut entendre par autonomie, c'est la chose qui se donne à elle-même sa propre choséité dans l'apparaître. Ce n'est pas nous, en tant que sujet, qui lui donnons sa choséité, mais c'est la chose qui se donne elle-même. Mais l'autonomie dont il est ici question n'est pas la position autonome de la chose, ce qu'on avait vu précédemment. L'autonomie de la chose et l'autonomie de la donation. L'autonomie de la donation n'est alors pas dans le stricte séparation entre la chose et l'homme, elle n'est pas non plus dans l'union du sujet et de l'objet, mais elle est au contraire dans la co-appropriation factitielle entre l'être chose de la chose et l'être homme de l'homme. Donc là, on peut voir déjà poindre l'Eraïnis, ce qu'il appelle l'Eraïnis, c'est-à-dire l'événement appropriant, qui co-approprie l'être et l'essence de la chose, et l'essence de l'homme. Bon, mais n'allons pas trop vite. Mais on voit qu'il y a co-appropriation dans l'autonomie de la chose, il y a co-appropriation entre la chose qui se donne et l'homme qui reçoit cette parole inexprimée, on pourrait dire comme ça, cette parole inexprimée de la chose qui s'incarne dans la parole poétique du poète. L'autonomie de la chose dans son propre, l'autonomie, j'ai juste rajouté en marge que c'est une autonomie, mais c'est aussi une hétéronomie, et on le verra aussi par la suite. L'autonomie de la chose en son propre n'est pas dans la séparation ni dans l'union, mais dans la rencontre. Voilà. Le terme important, c'est la rencontre. Dans le phénomène originel, la chose se rencontre, et en cette rencontre, elle se donne en sa quadripartie. Mais comment comprendre cette quadripartie? Comment les quatre se donnent-ils? Comment la quadripartie se déploie-t-elle? Donc on va rentrer un peu plus dans le fond de la quadripartie. La chose dans son apparaître rassemble ainsi les quatre instances, la terre et le ciel, les divins et les mortels. Elle les retient en les rendant proches les uns des autres,
tout en les maintenant dans leur lointain. Elle les rapproche sans les confondre, en les tenant à distance. Alors, je cite Heidegger, page 211. Rapprocher est l'être de la proximité. La proximité rapproche ce qui est loin, à savoir en tant que lointain. La proximité conserve l'éloignement. Conservant l'éloignement, la proximité accomplit son être en rapprochant ce qui est loin. Rapprochant ainsi, la proximité se cache elle-même et demeure à sa manière au plus près. Le concept de proximité qui est très important chez Heidegger, puisqu'elle est ce regard invisible, ce regard qui voit l'invisible du visible. La chose alors est proximité lorsqu'elle donne en leur paraître le rapprochement des quatre dans leur éloignement. Les quatre instances ne sont pas des éléments séparés qu'on met en relation dans un système. Alors là, bien sûr, on peut faire un soir chez Rosenzweig avec les trois éléments chez Rosenzweig. Les quatre instances, là, les quatre éléments, si on veut, ne sont pas des éléments séparés qu'on met en relation dans un système, ce que fait la métaphysique avec les trois éléments monde, Dieu, homme. Les quatre sont immédiatement co-appropriation, jeu de miroir, où chacun reflète l'autre. Je cite Heidegger. Page 213. La terre et le ciel, les divins et les mortels se tiennent unis d'eux-mêmes les uns aux autres à partir de la simplicité du quadripartite uni. Chacun des quatre reflète à sa manière l'être des autres. Chacun se reflète alors à sa manière dans son propre être, revenant à cet être au sein de la simplicité des quatre. Refléter veut dire que chacun des quatre se manifeste et s'éclaire mutuellement. La parole poétique ou méditative, par le regard qui accueille et non qui saisit, libère chacun des quatre en leur propre, tout en les liant dans leur appartenance propre. Ce jeu du miroir est transpropriation, où chaque instance se présente elle-même dans leur altérité irréductible, et en même temps expropriation, où chaque instance en leur être propre est liée aux autres dans le même, c'est-à-dire dans l'unité du poème ou la description poétique, mais encore plus originairement dans l'unité d'un monde qui surgit. Cette transpropriation, je reviendrai sur le monde, cette transpropriation, je cite Heidegger, page 214, cette transpropriation expropriante est le jeu du miroir du quadripartite. Il y a donc dans la parole poétique une transpropriation qui maintient les instances séparées dans leur altérité, et en même temps une expropriation qui lie ces instances dans l'éclaircie du même, c'est-à-dire dans leur ajointement éclairé. Je cite Heidegger, page 214, ce jeu qui fait apparaître le jeu du miroir de la simplicité de la terre et du ciel, du divin et du mortel, nous le nommons le monde. Le monde dont Heidegger nous entretient est le monde que nous pouvons appeler poético-ontologique. Ce monde est le complexe de signification des quatre en leur co-appropriation qui donne sens à l'être de la chose, qui détermine la chose-été de la chose. Mais la chose-été de la chose n'est pas déterminée une fois pour toutes. Cet ensemble, ce complexe de signification, s'ouvre et revient sur lui-même en s'enroulant sur lui-même. Ce monde se déploie à travers l'histoire en une temporalité extatique. Voilà, c'est la temporalité de l'être. Ce monde se déploie comme destin. La croisée des quatre est le destin. Je cite Heidegger, page 214-215. La croisée est en tant que mise au monde du monde. La croisée, des quatre, puisque les quatre forment une croix, si on veut, et au milieu, à la croisée, c'est le destin qui est présent. La mise au monde du monde en son entier se fait selon la temporalité extatique, par la présente recollection à partir des mondes à venir du monde passé. Ainsi, par sa seule présence, une chose rassemble les quatre dans leur déploiement destinal. La chose chosifie le monde, c'est-à-dire l'ouvre en son entier. L'entier du monde, dans son déploiement, est alors ce que Heidegger appelle l'espace de jeu du temps. L'espace de jeu du temps, où le monde, selon donc, ces quatre pôles, se déploie.
Le monde poético-ontologique est en son entier dans sa temporalité statique à partir du monde à venir. Le poète est aussi un prophète d'une certaine manière, même si le terme de prophète est inadéquat. En fait, ce que fait le poète, c'est que par son regard par sa conversion du regard, il voit le monde tel qu'il est maintenant, d'une certaine manière. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer trop, parce que je vais étaler, mais il voit le monde tel qu'il est maintenant, alors que le reste des gens sont dans le monde passé, d'une certaine manière. Et lui, le poète, lui, en voyant le monde présent, c'est le monde à venir pour les autres qui va instaurer et qui va faire surgir, en fait. Donc là, on peut prendre l'exemple de Picasso. Par exemple, quand Picasso fait les Demoiselles d'Avignon, donc son premier tableau cubiste, il est critiqué par tout le monde, par l'ensemble de la communauté humaine, on va dire. Et il va falloir... Donc il instaure le monde. Pourtant, il le voit, ce monde-là, le cubisme. Il le voit, il l'incarne dans son œuvre, en fait. C'est un monde présent, mais qui a déjà la tendance, qui est la teneur du monde à venir. C'est par son œuvre que ce monde-ci va s'incarner, qui va devenir effectivement, maintenant communément, les Demoiselles d'Avignon sont considérées comme un chef-d'œuvre de l'art, alors qu'il était rejeté à l'époque. C'est là où ils sont précurseurs, où le poète ou l'artiste généralement, parce que toute œuvre d'art pour Heidegger est poésie. Donc le monde poétique ontologique est en son entier dans sa temporalité extatique à partir du monde à venir. Le poète, par son regard sur la chose, recueille dans son dire les traits du monde poético-ontologique à venir. Mais en même temps, le poète décèle, certes d'une manière non explicite, le décèlement même dans sa structure intemporelle. C'est-à-dire que non seulement il fait jaillir un monde, mais en plus il dévoile la structure du monde, c'est-à-dire la quadripartie, c'est-à-dire les structures des quatre, et il décèle aussi le décèlement même, c'est-à-dire il décèle le surgissement du monde et sa structure. Le surgissement du monde, c'est toujours un faire-signe des dieux, et donc d'une certaine manière, il décèle déjà l'Eranis, l'événement appropriant, qui est le surgissement du monde. Donc non seulement il décèle un monde à venir, mais il décèle aussi le surgissement de ce monde, enfin le comment du monde surgit. Par l'apparaître simple d'une chose, l'être adresse au poète la parole poétique. Ainsi le poète est l'instaurateur de l'être. De deux manières donc. La première, en donnant la parole à l'être, donc en accueillant sa parole, en accueillant la parole de l'être en fait. Donc cette donation, c'est le monde à venir qui s'incarne, qui apparaît dans l'œuvre d'art. Et deuxièmement, en portant l'être à la parole. Donc en portant l'être à la parole, c'est-à-dire en laissant entreapercevoir l'être même. C'est décelant le décèlement même, en sa structure et en son émergence. C'est pour ça que pour Heidegger, Hölderlin est le poète des poètes. Parce que justement, Hölderlin, c'est celui qui, au plus près, décèle le décèlement même du monde, en fait. Le destin à la croisée des quatre est donc le monde en sa quadripartie déployée. Il est donc les différentes figures dans leur ajointement à travers l'histoire. Ainsi, les quatre, en leur ajointement, sont toujours en mesure de se redimensionner selon l'espace du jeu du temps. Il y a donc dans l'éclairé de cet ajointement toujours déjà une part d'ombre, l'ombre de l'avenir. L'avenir reste caché. L'ajointement et l'espace de jeu du temps, en chaque instant, se fait, mais peut aussi se défaire et se refaire. Donc comme il y a toujours un monde à venir, dans l'apparaître du monde, il y a toujours une part cachée qui est qu'il y a toujours de l'avenir, et donc qu'on est toujours dans l'attente d'un autre monde, de l'ombre du monde, de la part obscure du monde qui pourtant vient d'être éclairé. La part obscure de ce monde-là est toujours présente. La lumière qui est l'éclairé même du monde n'est pas sans l'obscurité. La lumière ne se produit que dans le retrait de l'obscurité.
L'obscurité est donc ce qui est toujours déjà là en sa présence pleine et entière. Il est le néant, c'est-à-dire l'être, l'être même, dans la chose qui apparaît, et avant tout un néant, mais un néant actif, un néant qui doit se retirer pour laisser un sens, le sens du monde à venir apparaître. Le décèlement du monde est une mise en lumière par retrait de l'obscurité, d'où la tonalité fondamentale qu'est l'angoisse comme disposition de fond à partir duquel le dévoilement ontologique est possible. Bon, je pourrais parler de l'angoisse, mais ça ne veut pas dans encore trop de temps. Mais l'angoisse, en fait, c'est la disposition du Dasein, donc de l'être humain, où le néant surgit en tant que néant. Et c'est parce qu'il surgit en tant que néant que l'angoisse est cette disposition du Dasein, cette disposition fondamentale. C'est-à-dire que dans l'angoisse, en fait, il y a l'être en tant que néant qui se révèle. Le décèlement se fait sur fond d'obscurité à partir du retrait des néants. Le monde poético-ontologique n'est que l'éclairé de l'être, mais l'être en son champ est toujours plus que son éclairé. Il est aussi et avant tout sa réserve cachée. La réserve qui se réserve pour l'avenir. Donc c'est ce que je dis, dans le monde qui s'éclaire, dans l'œuvre d'art, il y a toujours un fond qui est le fond à venir. Et ce fond, c'est donc ce que Heidegger appelle la réserve cachée. On comprend pourquoi. Le monde alors, en sa... On comprend pourquoi, parce que la réserve cachée, en fait, c'est une réserve de sens à venir. Le monde alors, en sa projection toujours à venir, se décèle comme le même, dans l'événement appropriant des quatre. L'événement appropriant des quatre, c'est les Reinis. Par le retrait d'une altérité irréductible, par le retrait du néant. Cette altérité irréductible, qui se retire, mais qui ne se retire jamais totalement, c'est pour ça qu'elle est irréductible, en chaque phénomène originel est compris par Heidegger comme la présence de la réserve cachée. L'être est éclairci et réserve cachée. L'être est la clairière qui dimensionne l'espace de la choséité par l'obscurité de la forêt qui l'entoure. Donc pour jouer sur le jeu de mots de clairière, c'est la Dichtung. Retenons en ce qui nous concerne que l'apparaître d'une chose, c'est-à-dire sa chosification, chosifie le monde, c'est-à-dire ouvre le monde selon la quadripartie sur fond d'une altérité irréductible. Voilà. Alors ma conclusion, la conclusion c'est uniquement de voir que nous pouvons penser la relation des trois éléments de Rosenzweig à partir de ce que Heidegger dit de la co-appropriation des quatre comme surgissement d'un monde poético-ontologique. Enfin, c'est plutôt une question qu'une affirmation, ce que je suis en train de dire, parce que